Bonjour, aujourd'hui je vais maintenant vous parler des règlements et des procédures générales dans toutes les ligues de l'UGM à travers l'année. Donc, premièrement, les règles du jeu utilisées par toutes les ligues de l'UGM de base, c'est les règlements de USAU, donc Ultimate des États-Unis, la 11e édition. Il y a par contre quelques petites différences lors des ligues de l'UGM que ce sont des règlements maison que l'UGM ont mis en place. Premièrement, il y a le bloc par le pied, donc le footblock. En tout temps, le footblock est maintenant permis, contrairement au passé. Par contre, en tout temps, un des deux capitaines peut décider de l'annuler dès le début d'une partie. À compter du moment qu'une partie est débutée, il n'est plus possible d'interdire le footblock, tout simplement parce que ce serait un peu déloyal. Un capitaine pourrait décider de s'en servir comme une stratégie et de décider de les interdire si, par exemple, une équipe adverse est trop bonne à en faire. Par contre, de base, c'est permis. Donc, tant aussi longtemps que la partie n'est pas commencée, un capitaine peut aller voir le capitaine adverse et dire « Hey, moi j'aimerais ça qu'il n'y ait pas de footblock pour toute la durée de la prochaine partie. » Mais je dirais que de façon générale, dans les ligues, pas mal tout le monde maintenant les accepte de base. Les gens se sont habitués à la chose et ça va très bien. On n'a jamais eu d'accident depuis. Également, à l'UGM, il y a les jeux dangereux. Un jeu dangereux, c'est assez simple, ça ne se conteste pas. C'est n'importe quelle situation que vous rencontrez durant une partie où un joueur pourrait se sentir en danger. Donc, par exemple, quelqu'un qui arriverait de façon très rapide, comme un train vers soi pour essayer de faire une défensive. Si vous avez peur d'aller vous mettre en danger en essayant d'aller jouer le frisbee, vous pouvez simplement arrêter, pas vous mettre en situation de danger, et appeler un jeu dangereux. Un jeu dangereux, ça ne se conteste pas. Le jeu s'arrête, le disque retourne au lanceur et on recommence la dernière passe et tout le monde se replace où il était au moment de l'appel, au moment du lancer. Cette situation-là est quelque chose d'assez rare, je dirais, sur le terrain. Cette règle-là, à la base, avait été mise en place pour protéger les filles principalement sur le terrain, mais de façon générale, ça s'applique à tous. Que ce soit que vous soyez un gars, que vous soyez une fille, nous avons tous déjà été victimes d'un jeu dangereux. Et je dirais qu'il y a même la majorité d'entre nous en ont peut-être même déjà causé sans s'en rendre compte. Donc, c'est important de les appeler parce qu'ensuite, ça permet aux gens de prendre conscience de qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct. Donc, il ne faut pas hésiter parce que ça n'a pas vraiment d'incidence sur la partie de façon générale. Ça retourne le disque au lanceur et on continue la partie comme si cette passe-là ou ce jeu dangereux-là n'avait jamais eu lieu. Donc, c'est vraiment important de les appeler parce que c'est ce qui va permettre que tout le monde reste en santé sur le terrain. Ensuite de ça, il y a la politique de substitution. C'est important de penser à ça en termes de fair play. Souvent, il y a des équipes qui vont se dire, bon, il manque de joueurs cette semaine pour ma partie, je vais aller chercher des remplaçants, puis ils prennent un petit peu n'importe qui. Malheureusement, les remplaçants, c'est souvent des bons joueurs qui cherchent à jouer une deuxième partie durant la même soirée. Donc, ça a à peu près toujours une incidence sur la partie. Ne serait-ce que par le simple fait que ça peut jouer dans la tête des opposants s'ils connaissent le joueur en question et qu'ils savent que ce joueur-là est vraiment bon. Donc, c'est important à ce moment-là de faire trois choses. Premièrement, d'avertir l'autre capitaine que vous avez un sub ou un remplaçant. Souvent, les gens ont l'habitude de dire bon, on le voit, c'est assez clair, c'est qui est un remplaçant de l'autre côté, il ne porte pas la même couleur de chandail, etc. Mais c'est quand même important, à titre de capitaine, de façon responsable, de dire à votre équipe écoute, j'ai un remplaçant ce soir, c'est un tel, voici son pedigree, il joue pour telle équipe, par exemple. C'est vraiment un bon joueur. Je lui ai demandé de jouer mollo, par exemple, si c'est un niveau de ligue assez faible. Si c'est un bon niveau de jeu, par exemple dans le A ou dans le B, il n'y a pas de problème, mais de façon générale, ce que ça pose problème, c'est dans les niveaux plus inférieurs. Donc, ne pas hésiter de le dire à votre capitaine directement. Par contre, moi, ce que j'aime bien dire au capitaine, c'est que la meilleure pratique, c'est en début de partie, toujours prendre l'habitude de demander à votre équipe est-ce que vous avez des remplaçants durant cette partie-là. Ça force un petit peu le capitaine de l'autre côté à vous dire la vérité de toute façon. Puis comme ça, vous ne pourrez pas vous plaindre par la suite que vous n'étiez pas au courant ou qu'il y a un joueur qui est vraiment trop fort dans l'alignement si le capitaine vous le dit. Ensuite de ça, il faut savoir qu'en tout temps, un capitaine a le droit de demander est-ce qu'un sub ou un remplaçant de l'autre équipe cesse de jouer s'il y a une trop grosse influence sur le jeu. J'imagine par exemple un joueur du Royal qui irait remplacer dans un match de E. Il y a beau, par exemple, se dire, moi, je vais jouer vraiment calme, mais simplement circuler le disque, faire des passes, puis je ne vais pas essayer d'aller chercher des points ou de faire des grosses passes longues. Ça reste que souvent, dans certains niveaux, par exemple dans le F, il y a certaines équipes qui sont même pas capables de faire plus que 2-3 passes de fil. Donc, un joueur du Royal qui irait simplement circuler le disque peut avoir une très grosse incidence sur la partie et changer complètement l'allure d'un match. Donc, il est permis pour le capitaine de votre équipe de simplement aller voir le capitaine,
de l'équipe où il y a un remplaçant et dire, écoute, j'ai l'impression que ce joueur-là a vraiment une grosse incidence, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que celui-ci pourrait jouer un petit peu plus mollo encore ou simplement cesser de jouer, s'il vous plaît, pour le restant de la partie parce que j'ai l'impression qu'on se fait avoir. Il faut comprendre que c'est une frustration assez fréquente, surtout pour les équipes qui essayent de progresser dans le niveau. On voit souvent des plaintes au niveau DEF, des équipes qui essayent de progresser, de s'améliorer, puis qu'à chaque fois qu'ils sont sur le bord de progresser, d'avoir un reclassement vers le haut pour monter de division, que là, ils se retrouvent toujours contre une équipe avec beaucoup de remplaçants, puis que là, ils se sont boostés une équipe simplement pour une semaine, ce qui fait que là, ils perdent et ils n'arrivent pas à progresser, malgré que, normalement, cette équipe-là, ils la battent quasiment à chaque fois qu'ils jouent contre eux et que leur alignement régulier est là. Donc, c'est une plainte qu'on a de façon assez récurrente. Donc, c'est quelque chose à garder en tête quand vous allez chercher des remplaçants. Euh, Simplement par respect pour l'autre équipe, mais aussi parce que vous n'aimeriez probablement pas que ça vous arrive non plus. Sinon, avant le début des parties, c'est important de toujours aller vérifier l'horaire en ligne. De façon générale, on ne change pas beaucoup les matchs une fois que l'horaire est sorti. Par contre, il peut toujours arriver des imprévus, des annulations de terrain, un terrain inondé par exemple, des travaux sur un terrain ou quoi que ce soit qui pourrait faire qu'on soit obligé de changer l'horaire, déplacer les matchs d'endroit. Règle générale, on essaie toujours d'appeler les joueurs ou les capitaines ou de leur écrire un courriel. Par contre, ça se peut qu'on n'ait pas réussi à vous rejoindre. Donc, c'est important de toujours aller sur le site web le jour même, aller vous assurer du bon terrain, de la bonne heure, du bon lieu. Donc, que tout est bien encore sur le site web. Puis, en général, ça ne bougera pas dans les quelques heures avant le début d'une partie parce qu'on sait que, bon, ça peut être difficile au niveau logistique pour certaines personnes. Par exemple, là, si on envoie jouer quelqu'un, une équipe à la dernière minute à Pointe-aux-Trembles, alors que c'est un match qui était censé jouer en plein milieu de Rosemont, ça peut être problématique pour ceux qui n'auraient pas de véhicule, par exemple. Donc, c'est quelque chose à penser. Sinon, les parties doivent débuter à l'heure prévue. Donc, dans les ligues où il y a des gardiens du temps, donc des timekeepers, qui sifflent le début, la mi-temps et la fin de la partie, c'est assez facile parce que vous devez vous fier au sifflet. Par contre, sur le terrain de 7 contre 7, l'été, il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas d'employé en fait pour siffler les débuts de partie. Donc, c'est important de prévoir, par exemple, si la partie est à 6h30, de se présenter à 6h30 et d'être prêt à jouer à 6h30 parce que ça se peut fort bien qu'il y ait un match tout de suite après le vôtre. Puis si vous voulez avoir le temps de compléter votre partie ou en tout cas de profiter d'un maximum du temps qui vous est imparti pour jouer, c'est important de commencer rapidement parce qu'on ne veut jamais que vous empiétiez sur les parties qui sont après vous, voire même sur les locations après nous. Ça se peut qu'il y ait du soccer ou du rugby ou du football après nous, puis on ne voudrait pas empiéter sur leur location parce que ça va entraîner assez rapidement des plaintes, puis ça peut nous nuire ensuite pour avoir l'accès au terrain. Pour encourager les gens à commencer leur partie au bon moment, il y a une politique qui a été mise en place qui est de dire que dès qu'une partie commence en retard de plus de 5 minutes, il y a un point qui va être attribué à l'équipe présente et prête à jouer, qui est donc tous sur la ligne de jeu, prêt à recevoir le pull ou à faire le pull. Un point qui va être attribué automatiquement par chaque tranche de 5 minutes. Et au bout d'une demi-heure, si la partie n'est toujours pas commencée, que c'est donc 6-0, puis que l'équipe n'est toujours pas prête, ben c'est une victoire automatique et vous allez pouvoir rentrer un 15-0 sur le site web, comme si c'était un match déclaré forfait. Et ce, même si de l'autre côté, il y a encore quelques joueurs qui sont prêts à jouer, mais qu'il leur manque la moitié de l'équipe, par exemple. Ensuite, l'annulation des matchs. Il faut savoir qu'une défaite par forfait, ça peut arriver pour plusieurs raisons, mais il n'y en a jamais vraiment qui sont tolérés ou qui sont acceptés par la communauté. De façon générale, les gens, ils veulent jouer. Ils se sont inscrits à jouer un match par semaine pendant 12 semaines. Ils ne veulent pas rater une partie parce que le trois quarts de votre équipe était disponible une semaine. Donc, c'est la responsabilité de chaque équipe de s'assurer qu'ils vont être en mesure de présenter un match à chaque semaine ou d'arriver à s'entendre avec l'autre équipe lorsque possible, principalement durant les saisons d'été, voire même à peu près juste les saisons d'été, de trouver une option pour jouer à un autre moment donné, selon les convenances de l'équipe adverse, advenant vous ne seriez pas en mesure de jouer la partie, donc de faire une reprise de match. Donc, comment on fait pour déclarer forfait à une partie? La première chose, c'est qu'il faut d'abord avertir 24 heures à l'avance l'équipe adverse. Donc, 24 heures à l'avance, c'est pas juste d'y envoyer un petit courriel puis c'est tout. L'important, c'est de s'assurer que le capitaine adverse a le message, l'a reçu et vous a répondu dans les 24 heures avant une partie pour s'assurer que lui, il a ensuite le temps de passer le mot à ses coéquipiers pour s'assurer que personne ne se présente pour un. Si une équipe ne se présente pas à un match sans prévenir, il va y avoir des conséquences. Donc, on vous invite, si une équipe ne se présente pas à jouer contre vous un soir, à nous faire une plainte spirit. C'est très important. Nous, on va faire un suivi. Une équipe qui ne se présente pas,
sans prévenir, c'est un manque de respect envers vous et envers la communauté. C'est important de penser à ça parce que peut-être que cette équipe-là va le refaire à 2, 3, 4, 10 autres équipes durant la saison. Puis ce ne sera pas apprécié de personne, surtout si les gens ont eu à se déplacer beaucoup de l'autre bout de la ville pour venir jouer un match. Donc, c'est important, faites-nous une Playing Spirit si ça se produit et assurez-vous que vous-même, en tant qu'équipe, vous allez toujours vous présenter à chaque semaine au moins un alignement minimum pour jouer. Un match par forfait, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez gagné par forfait, vous allez entrer un score de 15-0 pour votre équipe. Si l'autre équipe vous a prévenu d'avance puis que ça a été convenu, vous n'êtes pas obligé de leur donner une mauvaise note Spirit. Par contre, si l'autre équipe ne s'est vraiment pas présentée, ne vous a pas averti, évidemment il y a de la frustration, on vous invite à faire une plainte Spirit, donc à donner une mauvaise note Spirit à l'autre équipe pour que nous soyons au courant. Au niveau des annulations, il faut savoir qu'il y a la possibilité entre deux capitaines de s'entendre s'ils ne veulent pas jouer une partie. Ça, c'est possible. Si les deux capitaines disent, bon, nous, on ne veut pas jouer à un match à, je ne sais pas moi, 21h parce que c'est trop tard, ou parce que le terrain est trop loin, ou cette journée-là, ils vendent vraiment trop puis on trouve ça dangereux, ou il pleut vraiment assez haut puis on n'a pas envie d'aller se mouiller dehors, ou il fait moins 20 puis on n'a pas envie de jouer à l'extérieur parce qu'il fait vraiment froid. Les deux capitaines ont le droit de s'entendre et de dire, nous, on ne joue pas la partie, on va considérer cette partie-là comme un match nul. C'est important de simplement prévenir votre coordonnateur et de l'entrer sur le site web comme étant une partie à égalité, tout simplement. Ensuite de ça, il y a d'autres possibilités d'annulation. Il pourrait y avoir des annulations en cas d'orage durant la saison. Des annulations parce qu'on ne veut pas endommager le terrain. Des annulations parce qu'il y aurait des obstacles dangereux imprévus sur le terrain. Par exemple, un gros trou ou un banc sur le terrain, des bancs de spectateurs, des tentes pour un événement de la ville, par exemple, des choses comme ça. Dans ce cas-ci, c'est important le capitaine de s'entendre, puis ensuite de ça, d'écrire le plus rapidement possible à votre coordonnateur. Et également, sur le site web, vous devriez être en mesure de trouver les numéros de cellulaire des employés de l'UGM pour nous rejoindre. Puis ensuite de ça, on va essayer de vous trouver une solution alternative pour pouvoir jouer votre partie. Supposons que c'est une problématique avec le terrain. Si c'est une problématique par rapport aux orages, vous allez voir, il y a une politique qui va être expliquée un petit peu plus tard dans les vidéos par rapport à quoi faire en cas d'orage. Ensuite de ça, lorsque la partie n'est pas jouée, comme on le mentionnait, c'est d'aller rentrer un score d'égalité non joué sur le site web. En cas d'annulation massive, donc supposons que l'UGM a besoin d'annuler plein de parties en même temps, il va toujours s'assurer, l'UGM va toujours s'assurer d'annuler un minimum de 50% de ses matchs, mais en général, on va toujours vouloir annuler tous les matchs pour une soirée en particulier parce que ça devient compliqué ensuite s'il y a seulement une partie des matchs qui ont été joués durant la soirée. De façon générale, ça va se produire surtout durant les orages, toutes les équipes vont vouloir faire des annulations durant une soirée parce qu'évidemment, ça devient dangereux de jouer sous les orages. Donc à ce moment-là, dès qu'on va avoir atteint le 50% maximum, minimum en fait, d'annulation durant une soirée, l'UGM va prendre pour acquis que toutes les parties, sans exception, vont devoir être prises la semaine suivante ou à la fin de la ronde tout simplement. Donc toutes les parties, les scores vont être considérés comme annulés, puis on va reprendre les parties plus tard. Parce que nous, on va juger que les parties qui ont été jouées n'auraient probablement pas dû être jouées si la majorité des matchs ont été annulés. Donc, c'est comme ça qu'on y va, parce que toutes les équipes doivent pouvoir jouer au minimum une partie à chaque semaine, et tout le monde doit être rendu au même point dans la saison au même moment. Donc, tout le monde doit avoir joué le même nombre de matchs à chaque semaine. En cas d'annulation suite à une entente entre les capitaines, on va essayer de voir à faire une reprise de match avec vous ou avec l'autre capitaine. Ceci dit, ça c'est seulement possible durant la saison estivale, puisque seulement la saison estivale que nos terrains ne sont pas pleins à craquer. Donc, si c'est impossible, le match va être considéré comme nul. Si c'est impossible de reprendre la partie parce qu'on n'a plus de terrain disponible pour. Par contre, l'UGM, quand on va prendre nos propres décisions d'annuler des parties, donc ça pourrait arriver par exemple si il y a vraiment beaucoup d'orages, les terrains sont détrempés, le terrain est en rénovation en tout courant, un terrain est indisponible, ou plusieurs terrains sont indisponibles, on va toujours vous tenir au courant au plus tard à 16h le jour même de l'annulation. Donc, vous allez recevoir un courriel ou un téléphone où vous allez pouvoir voir le message passer en général sur nos réseaux sociaux, sur notre site web, qui va vous annoncer que toutes les parties vont être annulées, ainsi que comment on va agir pour le restant de la saison. Donc, par exemple, est-ce qu'on va reprendre cette partie-là à la fin de la ronde ou la semaine suivante. Ensuite de ça, pour terminer, il faut savoir qu'il y a des règlements généraux aussi de l'UGM qu'on veut faire respecter en tout temps. Donc, comme je le disais dans un précédent vidéo,
Il n'y a aucun breuvage alcoolisé qui est permis sur le terrain. On compte aussi là-dedans tout ce qui est substances illicites, donc on ne veut pas que les gens fument, par exemple, du pot sur les bords de terrain, sur le terrain, ou même à l'extérieur des terrains, ou dans toute zone qui est entourant les terrains sportifs que l'on utilise. Ceci, ça pourrait nous empêcher de garder sur le long terme l'accès à certains terrains, puis ça pourrait nous poser plusieurs problématiques. Surtout, par exemple, sur les sites où il y a des écoles, par exemple, où c'est absolument pas toléré d'avoir ce genre de substances. Également, on demande à ce que tous nos joueurs soient propres. Donc, si vous arrivez sur un terrain, vous voyez qu'il y a quelques détritus à gauche et à droite, n'hésitez pas à les ramasser puis à les jeter. Notre motto, c'est toujours de dire qu'on veut que les terrains soient plus propres après notre passage qu'avant qu'on soit arrivé. On n'hésite pas, on veut être apprécié des centres sportifs pour avoir le plus souvent accès possible au plus de terrains possible et surtout des terrains de meilleure qualité. Également, où c'est permis d'avoir des chiens, gardez-les en laisse puis ramassez leurs besoins en tout temps. Appliquer les règlements de stationnement. On pense ici par exemple à l'hôpital Douglas où les stationnements sont payants sur le terrain de l'hôpital, donc on vous demande d'aller payer les stationnements. Même chose pour l'université McGill ou pour l'université Concordia en tout temps. Traitez tous les terrains et les aires environnantes avec respect. Donc, arrachez pas de l'écorce des arbres, allez pas pisser dans les buissons, allez pas faire des trous dans le gazon. Soyez respectueux, faites pas de graffiti. On veut vraiment s'assurer qu'on soit apprécié de tous les centres sportifs où nous allons. On veut pas de vélo sur le terrain de McGill ou sur les sidelines. C'est une règle assez stricte de l'Université McGill. Donc, à ce moment-là, essayez d'enchaîner vos vélos à l'extérieur, sur les clôtures extérieures du terrain. Pas sur la gate noire à l'entrée du terrain, près du gros tableau indicateur, par contre, au stade Percival Molson, parce que ces gates-là ont besoin d'être ouvertes advenant une blessure avec des ambulances. Donc, toujours essayer de garder ça sur les autres portes ou sur les autres clôtures qui sont plus loin. Donc, pas la grosse gate noire qui est sur le bord de l'Indien. Ensuite de ça, on ne veut pas de vélo, on ne veut pas de sac, on ne veut pas de chien, on ne veut pas de poussette à l'intérieur de 5 mètres des lignes de périmètre d'un terrain. Par sécurité, les gens pourraient vouloir aller faire un layout, pourraient vouloir plonger, pourraient courir tout simplement vers l'extérieur. Puis on ne voudrait pas que quelqu'un s'enfarge, se blesse dans un objet qui traîne sur le bord de terrain, qui peut être dangereux. Ou par exemple blesser un bébé si c'est dans le cas d'une poussette. Également, il y a des règlements spécifiques à Douglas. Douglas, c'est un institut universitaire en santé mentale, donc il y a quand même une certaine clientèle qui se promène sur les lieux. C'est leur maison, c'est leur chez eux. On essaie de leur montrer l'exemple, donc on ne veut pas faire des choses qui ne seraient pas normalement permises dans un institut de ce genre. Donc, essayer de ne pas aller uriner dans les boisés, par exemple. Essayer de ne pas sacrer devant les patients. Essayer de ne pas faire quoi que ce soit qui ne soit pas apprécié. Et surtout, comme dans tous les autres terrains, pas d'alcool ou de substances illicites. C'est très, 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 très important. Non seulement c'est important sur les autres terrains sportifs, mais celui-là en particulier, s'il y avait une seule situation qui nous est rapportée, on pourrait perdre accès à ces terrains-là pour tout le temps, pour le futur, puis ça pourrait être catastrophique pour l'avenir du Ultimate. Donc on compte sur vous pour absolument pas rien consommer sur les terrains de l'hôpital Douglas. Donc voilà, ça résume les règlements généraux et les différentes procédures par rapport aux ligues de l'UGM durant l'année. Donc je vous remercie d'avoir visionner mon cours vidéo et n'hésitez pas à aller visionner les prochaines vidéos qui vont couvrir une panoplie d'autres sujets et qui vont vous être utiles à titre de futur capitaine ou de futur joueur d'Ultimate. Merci, passez une bonne journée.